Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Merci si vous nous rejoignez. Je suis toujours avec Luc Mayou, journaliste et président du Club de l'information africaine. Eliamine Soum, sociologue et professeur de relations internationales à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Et Myeri Mayoulou Nyamba, conseiller municipal dans la commune de Noisiel. Tout de suite, le grand angle. Au Togo, malgré son importance dans le tissu économique, le secteur privé avec en première ligne les petites et moyennes entreprises demeure en grande difficulté. Le principal obstacle étant la problématique liée à l'accès au financement. Le crédit bail est l'une des solutions préconisées par l'État togolais qui vient d'adopter une loi autour de cette disposition qui devrait permettre aux entreprises de financer des immobilisations sans mettre en péril leur trésorerie. Aïssatou Bari. Au Togo, la loi sur le crédit bail a été adoptée au Parlement. Le crédit bail ou leasing, très peu utilisé, est considéré comme un moyen efficace de financement du secteur privé, notamment des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, qui ont la possibilité de disposer par ce biais d'outils de production leur permettant d'accroître leurs revenus et leur rentabilité. L'adoption de la présente loi revêt donc une importance majeure et offre à notre pays un cadre juridique adéquat permettant au secteur bancaire d'améliorer l'accessibilité du secteur privé au crédit pour accroître ses activités. Le marché du crédit bail est encore peu développé dans les pays de l'UEMOA. Il représente moins de 1% des actifs des établissements de crédit. Pourtant, cet outil alternatif de financement pourrait être la solution face aux difficultés auxquelles les PME et les start-up font face. Ça marche pour certaines économies, comme aussi ça n'arrive pas à décoller pour d'autres, pour des raisons très simples. Ce qu'on reproche au crédit bail, c'est son coût. Voilà, quand on revient à calculer le coût effectif du crédit bail, il se fait que généralement c'est plus élevé que le coût du financement classique. A priori, c'est plus facile puisque la garantie se prend sur le bien financé. Le projet de loi relatif au crédit bail est un texte communautaire visant à permettre aux pays de l'UEMOA de bénéficier des effets de levier qu'offre un tel mode de financement. Il faut souligner que le manque de financement dans l'Union est l'une des principales raisons de la forte précarité des entreprises qui constitue 80% à 90% du tissu économique. Alors le crédit bail est un moyen de financement encore très peu utilisé au Togo. Myeri Mayoulou Nyamba, est-ce qu'il peut avoir un réel impact sur le manque de capitaux dont souffre le secteur privé, qu'en premier lieu bien sûr les PME? Ah oui, le crédit bail effectivement pourrait avoir un impact dans ce type de situation parce qu'il permet au moins à une entreprise d'acquérir, comme il a été dit dans le reportage, des outils de production, mais non en étant propriétaire, mais se faire financer par une entreprise qui est propriétaire financière, qui est propriétaire du bien. Nous, l'entreprise, la PME ou la PMI loue, donc paye un loyer tous les mois, donc évite d'alourdir son bilan d'actifs et paye un loyer, utilise l'outil pour sa production et au final peut avoir une option pour racheter dans 10 ans ou dans 15 ans, c'est fixé dans le contrat, le bien. Donc ça peut aider les petites entreprises qui n'ont pas de trésorerie élevée, qui n'ont pas des fonds propres énormes, de pouvoir avoir accès à des outils de production pour pouvoir se développer. Donc le crédit bail peut aider à cela. Mais on doit sûrement utiliser également d'autres moyens de financement pour cette entreprise-là. Mais ça peut être effectivement un bon starter. Luc Mayou? Oui, je crois que dans le contexte économique actuel de mondialisation où l'État est de moins en moins capable de financer les choses, on ne peut pas faire la fine bouche face à des outils de financement de l'économie et ce crédit bail-là en fait partie. On voit que même au niveau privé, de plus en plus de gens préfèrent le leasing, c'est-à-dire louer une voiture, louer une trottinette, louer de nombreux outils qui leur permettent de satisfaire une mission de façon très ponctuelle et de passer à autre chose. C'est très bien parce que ça donne de la souplesse aux investisseurs, ça leur permet aussi d'être beaucoup plus réactifs. Quand il y a des marchés qui se proposent, ils peuvent compétir et après calibrer leur investissement en fonction du marché qu'ils ont gagné ou qu'ils espèrent gagner. Donc de mon point de vue, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais à côté de cela, il ne faut pas que l'État donne l'impression d'être complètement impuissant parce qu'il faut quand même une banque
pour financer les entreprises, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes. Et ça, on ne peut pas, parce qu'on a le crédit bail, dire qu'on a trouvé la panacée et qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Je pense qu'il faut continuer de creuser et d'élargir. La bourse régionale de valeurs immobilières à Abidjan est l'un de ces outils-là. Aller sur la bourse pour trouver de l'argent, c'est aussi un moyen de financer ces activités pour les entrepreneurs. Donc, je pense que c'est bien, mais ce n'est pas tout. Il faut faire beaucoup plus. Eliam Insoum, alors effectivement, ça n'est qu'une petite mesure au regard des enjeux et des difficultés qui pèsent sur ces sociétés. Disons que là, il faut bien avoir conscience de ce qu'est l'économie de la région, qui aujourd'hui utilise une carte bleue. L'argent circule en cash. Je veux dire, on l'a dit déjà sur ce plateau à plusieurs reprises, la première économie, enfin la circulation se fait, la première banque en Afrique, c'est le matelas et le coussin. C'est-à-dire que voilà, l'argent circule de cette manière-là. Maintenant, avec les téléphones portables, il y a des transferts. Et puis là, j'écoutais dans le reportage start-up, etc. Il ne faut pas trop fantasmer les réalités. Elles sont qu'on est quand même encore dans une industrie, c'est le cas du Togo notamment, de matières premières. Donc une matière première, ça veut dire quoi? Ça veut dire une industrie avec une main-d'œuvre peu qualifiée, avec peu de capacité de transformation, peu de capacité industrielle. Donc voilà, tout ça, ce sont des défis qui dépassent simplement la question du crédit bail. Alors on a tout un tas d'expérimentations sur la question du crédit. Il y a deux types de crédit. Il y a le crédit où on investit, où on utilise vraiment l'argent. On monte son garage, on monte son salon de coiffure. Et puis il y a le crédit où on va essayer d'en faire complètement autre chose pour accéder à des biens de consommation. Et pour l'instant, parce que c'est une phase dans le développement du capitalisme de la région, on est encore dans la société de consommation. Sur la question du leasing, on n'est pas encore, alors ça c'est plutôt dans les sociétés européennes, mais la voiture c'est c'est quelque chose de social. C'est important d'avoir une voiture. Donc on n'est pas encore tout à fait dans cette transformation-là de l'économie. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est à expérimenter, mais il ne faut pas, comme le disait mon collègue, il ne faut pas perdre du point de vue que les États ont une responsabilité dans le développement. C'est eux qui contrôlent, c'est eux qui gèrent. On ne peut pas déléguer cela complètement, sachant que ces États exploitent les richesses du pays. Elles ont une partie des élites sont ce qu'on appelle des élites compradors, c'est-à-dire qu'elles prennent les richesses, elles les utilisent pour venir les dépenser sur les Champs-Élysées. Donc il ne faut pas sous-estimer la responsabilité des États dans les choix qui sont faits, dans les choix de formation, dans les choix économiques par rapport à ça. Après, une fois de plus, là-dessus, moi j'ai juste à dire qu'il faut l'expérimenter. Si ça permet de créer quelques boîtes, c'est très bien. C'est une solution, comme je l'ai dit, c'est une solution qui n'est pas la panacée. La panacée serait que ces entreprises-là aient accès au crédit bancaire classique. Les banques, mais effectivement, il a été dit, le taux de bancarisation dans ces pays-là est très faible. Donc, des banques qui ont du mal à récolter l'épargne qui existe dans les matelas et les coussins, mais elles ont du mal à le récolter et le mettre à disposition des entreprises qui en ont besoin. Et puis à côté de ça, c'est quand même un gros problème de confiance, parce que si les gens font confiance au tissu bancaire, ils mettent leur argent à la banque. Voilà. Et s'ils ne font pas confiance, ils n'y vont pas. Et ça, cette confiance-là, c'est l'État qui doit la créer. Il faut créer un cadre réglementaire et juridique qui crée la confiance aussi bien auprès des épargnants, mais aussi auprès des banques. Pour qu'il y ait ce cadre de confiance, c'est l'État qui doit le créer. Et puis le dernier point, je vais enforcer une porte qui est ouverte, mais la partie Union monétaire ouest-africaine, c'est quand même la partie du franc CFA. Et l'on sait tous les désavantages compétitifs que le franc CFA représente pour ces pays-là, à la fois par rapport au financement de l'économie réelle, et cette économie réelle comprend notamment les créateurs de richesses que sont les entreprises. Donc je pense que ce n'est pas un élément qui doit être négligé dans cette discussion concernant l'accès au financement. Les banques qui sont dans la zone CFA prêtent très peu aux particuliers et encore moins aux entreprises. Et ça, c'est un vrai problème. Eliam Insoum, alors vous l'avez dit, mais très rapidement, est-ce qu'avec cette mesure, l'État n'est pas en train de déléguer quelque part On peut s'interroger. Vous avez tout un tas de programmes maintenant qui sont des programmes nationaux, des programmes mondiaux de microcrédit qui effectivement, c'est un peu ce que font aussi le travail des ONG, c'est que finalement on finit par déléguer une partie de ce qu'on considère comme des responsabilités étatiques. Et je pense qu'il ne faut pas, d'un point de vue critique, oublier cette dimension-là. C'est-à-dire quelle est la responsabilité ? Il y a quand même des richesses, il y a de la matière première dans cette région, donc quid de ce qui en est fait. Et puis une fois de plus, c'est des choix
industrielle, la transformation du cacao en chocolat. On pourrait acheter du chocolat togolais ou ivoirien, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire si on n'a qu'une économie où on exploite avec une main-d'œuvre peu qualifiée, qui est sous-payée, qui est dans des conditions difficiles. Voilà. Puis il y a une autre question qui se pose au Togo, c'est la question démocratique. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un régime voilà, où il n'y a pas de transparence, quand on ne peut pas avoir de presse libre, quand on ne peut pas avoir une capacité à critiquer, à demander des comptes aux dirigeants, eh bien ça ajoute aussi à tout ça, une forme de cacophonie. Je ne vous suivrai pas tout à fait là-dessus parce qu'il y a un certain nombre d'économies aujourd'hui qui sont de grandes économies, mais où la transparence démocratique n'est pas la règle d'or. Je vais juste citer la Chine. Après, ce n'est pas un modèle de développement. Non, je veux dire que c'est important de respecter les droits, mais c'est aussi important d'avoir un cadre qui permet que l'État joue son rôle et qu'en jouant son rôle, il tire tout le monde vers le haut. Ah oui. Et ça, malheureusement, c'est ce que nous n'avons pas aujourd'hui. C'est pas parce que véritablement, quand vous prenez le Togo, même si c'est pas la plus grande démocratie du monde, les délits de presse ont été dépénalisés au Togo. Donc, on peut pas dire que ça n'existe pas. Ça, c'est un acquis. Mais de l'autre côté, il faut aujourd'hui que, sur le plan de l'investissement, l'État ne soit pas une vache à lait. C'est pas possible. L'État n'a pas les moyens. En revanche, il a la capacité de créer un cadre dans lequel les différents acteurs peuvent trouver des conditions favorables pour à la fois se financer et se développer à la fois sur le plan national, sur le plan régional et pourquoi pas se projeter dans l'économie aujourd'hui mondialisée dans laquelle nous sommes. C'est là que je voulais en venir, c'est-à-dire la stratégie de l'État togolais est laquelle? Est-ce que c'est pour permettre justement aux entreprises de se créer, de se développer et peut-être de grandir et de se projeter à l'extérieur, à l'international? Si c'est cette stratégie-là, effectivement, le crédit bail n'est pas la seule solution. Il faut en avoir d'autres. Et les entreprises togolaises à court terme, les PME, PMI ont besoin de se financer. C'est le problème qu'on a en zone CFA, c'est le problème qu'on a dans la majorité des pays africains. Elles n'ont pas accès au financement et elles ont besoin de grandir, elles ont besoin de se développer et l'État doit accompagner ces entreprises-là, doit mettre en place ce genre de loi. C'est un cadre légal, mais derrière, il faut malheureusement créer la confiance pour que l'épargne soit drainée. Sinon, ces entreprises-là auront des sous, parce qu'aujourd'hui, l'État togolais fait quand même pas mal d'efforts là-dessus, mais les petites entreprises PME, PMI qui se créent au Togo reçoivent 1 million ou 6 millions de francs CFA. Ça ne permet pas de grandir. Ça permet de démarrer, après, elles sont en faillite. Donc, voilà. Autre aspect important, c'est qu'il va y avoir un forum là, entre l'Union européenne et le Togo. Je pense qu'il y a même une chambre de commerce Union européenne-Togo qui a été créée. Cela signifie qu'aujourd'hui, la concurrence n'est plus seulement entre entreprises togolaises ou entre entreprises africaines. C'est également une entreprise qui va inclure des partenaires extérieurs comme les entreprises de l'Union européenne. La Chine, on ne la cite pas puisqu'elle est hyper présente, les États-Unis et tous les autres pays. Donc, il est question aujourd'hui de faire en sorte d'avoir des champions qui vont naître, grandir et être protégés dans leur croissance par l'État. Quelle solution est trouvée à cela? Moi, c'est ça ma grande interrogation. Je n'ai pas la réponse. C'est l'État qui doit répondre à cela. Alors, Eliamine Soum, on a quand même le sentiment que l'État togolais n'a pas véritablement de stratégie autour de son secteur privé, notamment vis-à-vis des petites et moyennes entreprises. Oui, de toute façon, parce qu'on a évoqué le cas de la Chine. La Chine, c'est un modèle qui s'est développé autour de la corruption des provinces, sur un modèle, sur un régime totalitaire, sur un régime qui exporte ses prisonniers. On a d'autres cas de développement, je pense à la Corée du Sud. On a tout un tas de modèles finalement de pays qui n'ont quasiment pas de ressources. Donc effectivement, c'est une question de choix politique et d'investissement. Et effectivement, on peut s'interroger sur quelle stratégie a été mise en place par l'État congolais. Sur la question précisément de la confiance, on va déposer son argent. Quand on n'a pas d'argent, on ne va pas le déposer. Je veux dire, quand on est dans des stratégies, il faut bien comprendre de l'intérieur comment sont ces économies-là. En revanche, les États peuvent récupérer, ils ont des taxes, ils ont tout un tas de mécanismes pour générer de l'argent. Mais comprendre que quand on est déjà dans une logique de survie, on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours qui suivent, on essaie parfois de capitaliser pour la question des soins, etc. Eh bien, c'est difficile effectivement de se projeter et de se dire, bon, j'ai confiance à la fois dans la société, puis au secteur bancaire, voilà. Mieri Maïloum Nyamba. Écoutez, ce qui a été dit, je souscris tout à fait à ce qui a été dit, c'est que c'est aujourd'hui à l'État togolais de mettre en place le cadre, peut-être de commencer à créer des structures étatiques ou para-étatiques qui vont commencer à financer ces entreprises-là,
afin que peut-être dans 10 ans, si les conditions sanitaires, les conditions économiques, les conditions que ces populations passent de la survie à peut-être des conditions de vie meilleures, à ce moment-là, l'État aurait démarré un processus et derrière, les populations, leurs conditions de vie s'améliorant, pourront suivre. Les économies européennes, aujourd'hui capitalistes, se sont développées également sur ce modèle-là. Il y a eu des rois qui ont été autoritaires, qui ont pris des mesures, qui ont mobilisé les populations, mais qui ont été au départ des starters. Et ensuite, la population a suivi. Voilà. Alors, il est à présent l'heure de marquer une courte pause. Restez avec nous, on revient dans quelques secondes pour la troisième partie de cette émission. À tout de suite.